Bonjour, nous allons regarder comment se présentent les calculs des coefficients de réflexion et de transmission. Donc dans le cas où on a une onde plane harmonique P ou SV, insertée sur une interface plane entre deux milieux. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc l'interface ici, donc c'est le plan z égale 0 là, donc on a l'axe z qui descend, l'axe x, et on a deux milieux en contact sur cette interface, deux milieux élastiques qui est caractérisé donc par les masses volumiques et les vitesses P et S dans le milieu 1 et dans le milieu 2. Voilà. Ici, le dessin est fait dans le cas qui correspond à ce qui se passe d'habitude dans la Terre, où les vitesses sont plus fortes en descendant qu'au-dessus. Voilà. Donc, et ce qui est dessiné, c'est donc le cas où on a une onde P incidente en fait sur l'interface. Là. Donc ici c'est la direction de propagation avec l'angle d'incidence θ1 par rapport à la verticale, la polarisation longitudinale en fait ici de notre onde P. Donc qui se réfléchit sous forme d'onde P, qui se réfléchit sous forme SV, donc ça on a déjà vu ça sur le cas de la surface libre, et qui se transmet en P et qui se transmet en SV. Voilà. Donc en fait une onde maintenant en fabrique 4 là, donc que ce soit une onde P incidente comme ce qui est dessiné ici, ou que ce soit une onde plutôt SV incidente là en fait ici, qui génère aussi 4 ondes. Et donc on va avoir quatre inconnus dans le problème qui sont les amplitudes en fait ici de chacune de ces ondes là, qui vont varier en fonction de l'angle d'incidence et donc surtout en fonction du paramètre ici là, donc on a toujours la loi de Snell qui s'applique et tous ces angles en fait qui sont liés entre eux avec les vitesses du milieu par la constance du paramètre ici, sinus θ1 sur Vp1 égale sinus θ1 sur Vs1 égale sinus θ2 sur Vp2 égale sinus θ2 sur Vs2. Et quand on travaille avec les ondes harmoniques, tout ça se traduit par kx égale oméga p est égal à constante. Voilà. Donc maintenant, ce qui va changer par rapport à la surface libre, c'est que sur l'interface, en plus de la continuité de sigma zz et sigma zx, hein, alors sur la surface libre, en fait, comme on avait rien de l'autre côté, là, ces deux valeurs s'annulaient. Alors ici maintenant, en fait, ici on a continuité, c'est-à-dire que le sigma zz qui résulte de toutes les ondes qui existent ici au-dessus, doit être égal au sigma zz en dessous, là, en z égale 0. Même chose pour sigma zx. Mais maintenant, en fait, ici, comme l'interface est quelque chose qui est soudé, en fait, ici, on ne peut pas avoir de glissement, en fait, sur l'interface. Et donc, de la même façon, ux et uz, ici, doivent être continus. Voilà. Donc, on va avoir maintenant quatre équations, en fait, qui vont représenter la continuité de ces quatre quantités liées aux ondes, en fait, ici. Voilà. Donc ça va faire des calculs qui vont s'exprimer sous forme plutôt matricielle, là en fait, ici, là, avec quatre équations, quatre inconnues. Voilà. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que donc on va avoir la possibilité d'avoir des différentes valeurs d'angle critique en fait ici. Alors dans le cas en fait ici, ce qui est représenté ici où les vitesses sont supérieures au milieu inférieur en fait et l'onde est incidente dans le milieu du dessus. Donc d'abord ici, pour l'onde P incidente, on a une première incidence critique qui est liée au rapport Vp1 sur Vp2, là, en fait, ici. Et donc, dès que θ1 est plus grand que ça, ben, l'onde P transmise ici en dessous, là, va devenir évanescente. En fait. Alors, quand c'est une incidence d'une onde plutôt SV, là, en fait, ici, on a plus de possibilités d'angle critique. Avec, bon, de la façon similaire, en fait, ici, à θc, il y a un angle critique ici lié au rapport Vs1 sur Vs2. Donc, si θ1 est plus grand que cette valeur-là, en fait, cette onde-là devient évanescente. Mais on a aussi, en fait, donc, l'angle critique à l'intérieur du milieu 1, là, donc ça c'est analogue à ce qu'on avait vu pour la surface libre, le rapport Vs1 sur Vp1.
Donc cette onde-là peut devenir évanescente si état 1 est supérieur à cette valeur d'onde critique. Et on a aussi VS1 sur VP2 qui fait que c'est aussi une valeur d'onde critique. Et donc si elle est dépassée, en fait, c'est P transmis qui devient évanescent. Voilà, donc on a plus de possibilités là que dans le cas de la surface libre. Voilà, donc comment se présentent les calculs? On revient à la page web. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce tableau là en fait ici, donc analogue au tableau de ce qui se passe pour la surface libre, à part qu'il y a plus de colonnes parce qu'il y a plus d'ondes. Donc, comme on vient de le voir, là, donc, la loi de Snell s'applique et toutes les ondes harmoniques planes dans le système ont la même valeur de Kx. Et donc, on fonctionne comme avec le cas de la surface libre, avec des potentiels, en fait, ici. Des potentiels phi pour les ondes P, des potentiels psi pour les ondes S. Et de façon analogue à ce qu'on a fait pour la surface libre, en fait, ici, là, on définit donc l'amplitude de chacune de ces ondes et le kz de chacune de ces ondes. Alors, ici, pour l'onde P incidente descendante, on prend de la même façon pour simplifier avec une amplitude unitaire, et puis son kz qui correspond à l'angle θ1 et la vitesse Vp1. La montante qui réfléchit montante, en fait, ici, qui a le même θ1 et Vp1, mais un kz avec un signe différent, et aussi l'amplitude qui va être le coefficient de réflexion pour les potentiels de l'onde P, en fait, ici. Alors, on a ça c'est la colonne de l'onde SV réfléchie montante qui monte sous l'incidence θ1 à la vitesse Vs1 et puis qui est montante avec un kz qui est négatif, coefficient de réflexion R psi. La P transmise descendante qui descend sous l'incidence θ2 à la vitesse Vp2. Elle est descendante, donc elle est plus en fait ici, voilà, et ça c'est le coefficient ici appelé T-phi, là, transmission pour le potentiel phi, et transmission pour le potentiel psi pour l'onde SV transmise descendante, avec l'angle donc état 2 et la vitesse Vs2. Voilà. Alors pour chacune de ces ondes, il faut donc calculer à partir des potentiels les termes là qui interviennent pour les quantités dont on a besoin de calculer à l'interface en fait ici. Alors cette ligne là c'est la colonne qui concerne UX, là, le déplacement des particules dans la direction X. Celle-là ça concerne donc UZ, le déplacement des particules dans la direction Z. Et puis ça, c'est la même chose que ce qu'on avait en fait précédemment. Le terme qui intervient pour sigma ZZ et le terme qui intervient pour sigma ZX. Voilà. Donc ce qu'on a en plus par rapport à ce qu'on avait avant, c'est ces deux lignes-là, en fait, ici. Là. Voilà. Et donc, en fait, c'est des calculs qui font sortir ces termes-là. Et donc, ce qu'on va écrire, c'est que le UX de l'onde P, là, plus celui de l'onde dans le milieu 1, plus le UX de l'onde P réfléchi dans le milieu 1, plus le UX de l'onde SV réfléchi dans le milieu 1 en Z égale 0, va être égal à la somme des UX dus aux deux ondes de l'autre côté, là, les P transmises descendantes et P, SV et SV transmises descendantes. Voilà. Donc ça plus ça. Donc le signe égal ici, il dit que ça plus ça est égal à tout ce qu'il y a avant. Voilà. Donc, même chose pour UZ, là, la somme des 3 qui est égale à la somme des 2 de l'autre côté. Même chose pour sigma ZZ. Voilà. Et même chose pour sigma ZX. Donc on a un système de 4 équations à 4 inconnus qui sont là.
Et donc c'est commode, alors bon, on peut, en fait le plus simple c'est d'écrire ça sous forme matricielle en mettant un vecteur en fait ici qui a les inconnus, là, en fait, les quotients de réflexion phi, psi, t phi et t psi. La matrice A, c'est la matrice ici au-dessus, là, en fait, là. Voilà. Euh, le vecteur B, ben, c'est le terme qui est lié en fait à l'onde incidente. Voilà. Et donc on peut tout mettre sous la forme A R, en fait, ici, là. Voilà. En fait, ici, la matrice A, c'est la matrice A sans les termes R, phi, R, psi, T, pi, T, psi, en fait, ici. Voilà. Qui est égal à B de l'autre côté. Là, en fait, ici, où B, c'est, on retrouve, en fait, en passant de l'autre côté, en fait, ici, cette colonne, là, en fait, ici, qui est là, donc moins P, moins cosinus θ sur Vp1, moins ρ machin, et moins Z truc, voilà. Donc ça, c'est l'écriture matricielle du système qu'il faut résoudre pour avoir R phi, R psi, T psi. Voilà. Bon, on va sauter là le cas pour l'instant, là, on dira quelques mois après, le cas liquide solide, là, en fait, ici. Et donc, on peut calculer les coefficients là, donc, qui interviennent dans le système en résolvant ce système matriciel. Alors, on peut le résoudre analytiquement, mais ça fait des calculs compliqués dans lesquels on se perd forcément. Alors, on peut aller chercher dans les livres des solutions. Donc, mais on peut aussi utiliser des résolutions numériques, en fait, ici. Alors, ici, j'utilise en fait une formule là, que vous connaissez ou pas, mais qui se trouve, ça se trouve dans les bouquins de maths, voilà. Et que donc le quotient de réflexion, en fait, ici, il peut être obtenu pour R phi, là, le premier, en fait, ici, il peut être obtenu comme le quotient, donc au numérateur, il y a le déterminant de la matrice A, et puis au numérateur, c'est le déterminant de la matrice où on a remplacé la première colonne de A par le vecteur B, en fait, ici. Voilà. Donc on a le vecteur B et puis les colonnes de A4 de A. Voilà, donc ça donne R phi. Pour R psi, ben, on insère B, en fait, ici, là, entre les colonnes 1 et 3. Ici, on insère B entre les colonnes 2 et 4 pour avoir T phi. Et puis ici, on insère B à la fin, là, la colonne 4. On remplace la colonne 4 de A par ça pour avoir T psi. Voilà. Donc ça, en fait, c'est les formules qui sont utilisées dans ce programme, là, en fait, ici, pour calculer ces valeurs numériques de coefficients de réflexion et de transmission. Bon, on peut aussi, si on utilise MATLAB, utiliser la résolution simplement de la version là, du système par MATLAB, là, avec le slash à l'envers. Là. Bon, mais ça, ça marche aussi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on obtient un peu le même genre de choses. Là. Donc, quand on représente donc en fonction de l'angle d'incidence par rapport à la verticale de l'onde P incidente, donc ça correspond au dessin qu'on avait fait avant, là, une onde P incidente descendante. On a une valeur d'angle critique là, qui correspond dans ce problème-là au rapport Vp1 sur Vp2, si Vp2 est plus grand que Vp1. Voilà, et donc ici les différentes courbes, en rouge c'est le coefficient de réflexion, là, Pp en fait, ici. Alors le coefficient de réflexion avec conversion PS c'est le bleu. Et puis ce qui se passe en dessous, là, c'est la transmission PP, la transmission PS, là, donc transmission PP qui est là-haut et transmission PS qui est là-haut. Donc ça, c'est les coefficients, alors numérique des coefficients, enfin, leur module ici.
pour les potentiels en fait qui interviennent dans le système, là, à partir desquels après on peut calculer les quantités comme le déplacement des particules, qui sont plus des choses qu'on mesure. En fait. Voilà. Donc, alors ici, on est dans un cas où on a VP1, alors c'est présenté bizarrement là ici, VP1 2000, VP2 2500, VS1000, VS2 2500. Ici, un rapport VP sur VS2 1.7, là, de façon mieux bien compacté, et puis ici, il est un peu plus grand, là, un milieu moins compacté dans le milieu 1. Voilà. Et là aussi, j'ai mis une différence de densité. Voilà, donc ça, c'est des valeurs réalistes avec des contrastes importants, en fait, ici, là, qui font des coefficients de réflexion, là, qui, donc, si on regarde s'intéresse aux coefficients de réflexion du monde P, là, vaut 0,2. Toujours pareil, là, les coefficients de réflexion sont faibles, là, fort heureusement, là, ce qui permet aux ondes de pénétrer profond, même quand il y a toute une succession d'interfaces. Et puis, on a une variation avec l'angle, en fait, ici, alors qui, ici, est très importante expérimentalement, parce que si on est capable de mesurer ces variations avec l'angle, alors on est capable de remonter au contraste de vitesse et de densité de part et d'autre de l'interface. Donc ici, autant dans le cas de la surface libre, ça ne présente pas un intérêt puissant. Ici, ces mesures en fait, qu'on peut faire en fonction de l'angle sont très informatives sur donc, ce qui se passe sur les valeurs donc, de ρ, Vp et Vs sur l'interface. Voilà. Donc alors ce qu'on voit c'est que comme d'habitude là, donc tant que les angles d'incidence ici sont inférieurs à l'incidence critique, les coefficients ici sont tous réels là, négatifs ou positifs là, et que par contre dès que on dépasse l'incidence critique ici, donc en fait l'onde, dans ce cas-là l'onde P transmise devient évanescente, et tous les coefficients deviennent donc des quantités complexes avec des déphasages en fait ici à la réflexion liée à la présence de cette onde d'évanescence en dessous. Alors en fait ici le calcul dans cette colonne là, ça correspond au cas de P descendant, là, le dessin qu'on avait fait. On peut regarder aussi plutôt l'onde qui arrive par en dessous dans l'interface, donc une onde qui remonterait en fait dans la stratification là, voilà, et donc de la même façon, elle va se réfléchir, se convertir, se transmettre. Alors ce qui change dans ce cas-là, c'est que comme on arrive du milieu à 2500 dans le milieu 2000, il n'y a plus d'incidence critique là, parce qu'on passe d'un milieu rapide à un milieu lent. Donc en fait, il n'y a jamais d'incidence critique, et en fait ici tous les coefficients sont réels. Quel que soit l'angle d'incidence en fait ici de l'ongle qui arrive par en dessous. Voilà, donc ça c'est le résultat du calcul qu'on a fait. Alors on peut utiliser les expressions qu'on a déterminées. Ça, c'est des calculs que j'avais fait pour regarder ce qui se passe du point de vue de la structure, en fait, des coefficients de réflexion. Les coefficients de réflexion, ça se représente toujours sous la forme, comme on a depuis le début avec les ondes SH, là, disons A moins B sur A plus B. Voilà, donc ici, par exemple, avec on identifie les différents termes. Là, en fait, ici, un coefficient de reconnaissance se représente sur moins P moins Q sur P moins Q. Là. Donc, en fait, on a interverti le signe de P, là, en fait, ici, dans le numérateur et dans le dénominateur. Voilà. Bon, donc ça, en fait, on peut faire aussi les calculs là, donc, de la même façon pour l'onde SV incidente. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que la colonne qui va concerner la matrice B, là, qui maintenant s'appelle B', c'est la colonne de l'onde SV, là, en fait, ici. Qui d'ailleurs n'est pas dans
cette matrice, puisque ici on n'avait que l'onde P incidente descendante, et donc il faudra remplacer ça par une onde SV incidente descendante avec son potentiel psi qui vaut 1, son kz qui vaudrait oméga cosinus θ 1 sur PS1 et les valeurs x, u, z, u, z, z, zx là, qui correspondent aux valeurs calculées pour une onde S en fait dans ce cas-là. Voilà, donc ça fait que la matrice B devient la matrice B'. Voilà, elle est écrite ici. Hein. Donc ça, c'est la matrice des termes qui correspond donc à UX, UZ, sigma ZZ et sigma ZX pour l'onde SV descendante. Voilà, donc on a des nouveaux coefficients de réflexion et transmission, en fait, correspond à ce cas de l'onde SV descendante. Et qu'on peut calculer de la même façon que précédemment, mais en fait ici maintenant c'est la même matrice A, mais c'est le vecteur B' plutôt que d'être le vecteur B. Voilà. Et donc ça donne ce résultat. Ici. Alors, ce qui est plus compliqué, là, comme on l'a vu là, quand on a regardé le tableau initialement, là, c'est que maintenant on a un peu plein de valeurs possibles d'angles critiques liés. Donc, alors en fait ici le plus petit, là, dans le cas c'est les mêmes valeurs que précédemment, là, en fait, pour les ondes, pour les vitesses P et S dans le milieu 1 et P et S dans le milieu 2. Donc la plus petite valeur qu'on rencontre, là c'est pour le plus grand contraste de vitesse en fait, qui ici correspond à Vs1 sur Vp2. Voilà. Donc dès que θ1 est plus grand que cette valeur de θc là, tout le monde devient, enfin, tous les coefficients en fait ici deviennent donc complexes. Là, en fait, ici avec des déphasages. Mais on a aussi donc d'autres valeurs d'incidence critique en fait. Donc en fait ici la Vs1 sur Vp2 ça correspond à l'onde transmise P qui devient évanescente. Ça Vs1 sur Vp1 ça correspond à l'onde réfléchie P qui devient évanescente. Et ça Vs1 sur Vs2 ça correspond à l'onde transmise S qui vaut qui est évanescente. Et donc en fait ici, une fois que tout le monde là, est devenu évanescent, sauf l'onde réfléchie SV, on se retrouve en réflexion totale de l'onde SV. Voilà, toutes les autres ondes sont évanescentes, on n'a plus que l'onde qui se réfléchit là, donc sous grand angle. Et donc on voit que c'est bien la réflexion totale, puisque la valeur en fait ici du coefficient de réflexion de l'onde SS devient 1, j'ai réflexion totale. Voilà. Avant, là, comme il y a toujours d'autres ondes qui existent, j'ai pas vraiment réflexion totale, là, parce qu'il y a d'autres ondes qui existent, mais en fait ici, à partir de ce moment-là, là, les trois ondes autres que l'onde SV réfléchie, là, deviennent évanescentes, et j'ai plus que l'onde réfléchie, donc je suis en réflexion totale de mon onde SV. Voilà. Si on regarde plutôt pour les petits angles, donc c'est pareil, hein, donc on a ici l'onde, le coefficient de réflexion de l'onde SS en fait ici, bon, qui vaut un peu plus de 0,2, là il est gros, et il diminue avec l'angle, donc ça c'est aussi quelque chose, si on arrive à mesurer, c'est encore plus difficile que les ondes P là, pour mesurer les coefficients de réflexion de l'onde S en fait ici, parce qu'elles arrivent après les ondes P, voilà. On peut utiliser ça donc pour caractériser le contraste de propriété le long de l'interface. Donc ça c'est le cas de l'onde SV descendante. Alors si au contraire on attaque l'interface par en dessous avec une onde SV montante, alors à ce moment-là, on a plutôt les angles critiques qui interviennent dans le problème. C'est Vs2 sur Vp1 si Vs2 est plus petit que Vp1, là, ce qui est le cas dans ce cas-là, hein, je pense. Vs2 il est là, 1471, Vp1 c'est 2000, là, voilà.
Et puis aussi donc VS2 sur VP2 là, qui est donc l'angle critique dans le milieu 2 entre les ondes S et les ondes P. Voilà. Voilà, donc de toute façon, là, dès qu'on dépasse une des valeurs d'angle critique, tout le monde devient complexe. Et avant, les coefficients sont réels avec les valeurs qui sont là, voilà. Voilà, donc ça c'est les calculs qu'on vient de faire qui sont utilisés pour déterminer les coefficients de réflexion de l'onde SV. Donc, alors on peut jeter un œil sur, parce que c'est un cas important, qu'est-ce qu'il se passe si on est plutôt sur une interface liquide-solide. Alors ça c'est important par exemple pour quand on fait des expériences en mer là, et que donc on commence par envoyer nos ondes P dans l'eau, et dès qu'elles sont au fond de l'eau, en fait ici, et donc elles sont affectées par le phénomène de réflexion-transmission sur l'interface entre l'eau et les sédiments ou les milieux par exemple, si on arrive directement sur les roches volcaniques, là, du basalte, là, on va avoir des contrastes terribles de vitesse et qui vont faire des gros coefficients de réflexion. Alors, ça se présente en fait, alors c'est les trucs qui sont bleus, là, en fait, ici, là, ça se présente de la même façon que ici, sauf que, donc on a forcément, à ce moment-là, on a forcément, si on part avec une onde P dans l'eau, en fait ici, elle va se réfléchir sous forme d'onde P. Ici, cette onde-là ne va pas exister, puisqu'il n'y a pas de VS1 n'existe pas, il n'y a pas de onde dans l'eau, et les deux autres ondes existent. Donc, en fait, il y a certains coefficients là qui vont. Donc voilà. Donc cette onde-là, elle n'existe pas. Et donc dans la matrice A, cette colonne-là n'existe pas. Voilà ici. Et les autres colonnes existent en fait ici pour l'onde P réfléchie montant, pour l'onde P transmise descendante, pour la transmise descendante. Simplement. Il y a des termes en fait ici qui se simplifient parce que par exemple ce terme là qui provient d'ici, là en fait ici, bon bah VS1 ça fait 0, donc en fait ce terme là se contente d'être ρ1 en fait ici. Voilà. Alors pour ce terme là qui provient du sigma Zx de l'onde P réfléchie longtemps, ou qui met VS1 dedans, donc il devient nul en fait. Et donc en fait ici la matrice là, il n'y a plus que les termes bleus là en fait, donc c'est une matrice 3-3. Il lui manque ça. Ah, donc il lui manque une colonne parce qu'il y a l'onde SV réfléchie. Et puis il lui manque, donc on a une inconnue de moins, mais on a aussi une condition de moins. Alors ce qui manque en fait ici, c'est cette ligne là, qui est la première ligne, qui correspond en fait au déplacement UX. Et donc en fait à l'interface liquide-solide, on considère qu'il peut tout à fait y avoir un glissement horizontal en fait du milieu solide par rapport au milieu liquide. C'est vrai qu'il n'y a pas de viscosité en fait ici, et donc ici il n'y a pas cette ligne en fait de continuité de X qui existe pour le cas solide. En fait, ici. Le cas solide c'est soudé, les deux interfaces, et dans le cas liquide, elles peuvent glisser horizontalement l'une par rapport à l'autre. Par contre, UZ, lui, il doit bien être continu. Là. Le déplacement vertical, là, il doit se continuer. Là. Donc cette ligne, donc ces trois lignes là sur UZ, U sigma ZZ et sigma ZX existent dans le cas liquide. Et puis ça n'existe pas. Voilà, donc la matrice n'est plus qu'une matrice 3-3. Sinon, tout est similaire. Hein. Et donc, ça peut se résoudre de la même façon là, par cette approche matricielle. Oups. Voilà, donc on a maintenant le coefficient de réflexion pour les ondes P dans le liquide, L c'est en fait le cas liquide, des ondes P, la transmission des ondes P, la transmission des ondes S, on a plus que trois inconnus ici, notre matrice qui reste restreinte à la matrice 3-3 bleue, là, ici au-dessus, là.
et donc qu'on peut résoudre en fait par le même système matriciel. Voilà. Et donc si on regarde ce que ça donne, donc ici dans ce programme-là, il y a les formules sont implémentées là, de façon à faire l'image. Je l'avais déjà sorti, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici c'est le cas liquide au-dessus, solide en dessous. Alors, liquide au-dessus, c'est la vitesse dans l'eau, 1500 mètres par seconde, masse volumique de 1, pas d'onde S. Et en dessous, alors j'ai deux cas en fait ici qui correspondent aux deux colonnes qui sont là. Un cas qui correspond à un contraste de vitesse et de densité peu important, là, ce qu'on peut considérer des sédiments mous en fait ici. Voilà, donc on passe de 1500 à 1700 mètres par seconde. On a aussi un rapport VP-VS fort, là 2 en fait ici, donc une faible vitesse des ondes S dans nos sédiments mous. Et une densité ici qui vaut 1,6. Alors que ici, cette colonne-là correspond à un contraste où je passe de l'eau à un milieu beaucoup plus rapide, en fait, ici. On peut considérer comme des sédiments consolidés, en fait, ici, avec un rapport VPVS plus proche de 1,7 et une masse volumique un peu plus forte. Voilà, donc, ce qui se passe, c'est que si on regarde le coefficient de réflexion de l'onde P, en fait, ici, voilà, il a toujours la même structure, c'est un peu supérieur à P0,3 en gros, et puis il diminue avec la même incidence. Bon, il se met à augmenter fortement là au voisinage de l'angle critique. Alors l'angle critique ici, c'est l'angle qui est la vitesse le rapport de la vitesse dans l'eau à la vitesse VP2 ici dans les sédiments. Voilà. Voilà. Et donc si on met un plus grand contraste de vitesse, on a un coefficient de réflexion pour l'onde P beaucoup plus fort. Là, ici, au lieu d'être à 0,3, on est à 0,6. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on a maintenant la possibilité d'avoir deux angles critiques, en fait, ici, donc, puisque VP2 est plus petit que VP1. Et en fait, VS2, VP2 est plus grand que VP1, et VS2 aussi est plus grand que VP1. Donc en fait, aussi, on a aussi une valeur d'angle critique pour le rapport VP1-VS2. En fait, donc de la même façon, à chaque fois, là, en fait, ici, donc, quand on dépasse cet angle critique, en fait, ici, P transmis dans les sédiments devient évanescent, on n'a plus que S transmis. Et puis ici, pareil, en fait, dès qu'on dépasse l'incidence critique pour un rapport ici, l'onde transmise associée devient évanescente. Voilà. Alors ici, en fait, vous voyez qu'ici, on a déjà une valeur de coefficient très fort, en fait, ici, là. Donc, et alors, si on passe, en fait, par exemple, si on prenait un milieu qui correspond, en fait, ici, à directement arriver sur des couches basaltiques, là, 5 ou 6 km par seconde, ça fait des coefficients de réflexion extrêmement forts, et ça, c'est problématique pour arriver à envoyer des ondes à travers ces couches très rapides à partir de l'eau, en fait, ici. Voilà. Bon. Ici, il y a le calcul du déphasage. On a vu là que le coefficient de réflexion, donc quand on a dépassé tous les angles critiques pour l'onde, dans le cas d'une onde SV descendante, on a une réflexion totale et donc on se retrouve avec toujours pareil, avec un coefficient de réflexion qui devient, on a vu le modulé 1 et puis dont on peut calculer le déphasage associé ici en regardant la structure en fait ici du coefficient de réflexion là qui se représente comme on l'a vu précédemment toujours sous la forme A-B sur A plus B là. Changement de signe ici pour le terme Q là en fait ici voilà. Donc ici il est représenté là voilà. Et donc pour terminer on peut regarder par exemple les valeurs qu'on obtient
Dans ce cas là qu'on utilise depuis le début là d'une stratification type ce qu'on rencontre en mer du Nord, où enfin, ça c'est la vitesse des ondes P qui vaut 1500 mètres par seconde dans les 750 premiers mètres, donc ça c'est la profondeur. Et puis on a des couches là avec des augmentations, des diminutions, tout ça. Hein, ça quand même commence à augmenter avec la profondeur, ici jusqu'à des vitesses qui atteignent 3000 mètres par seconde à 3 km de profondeur. On a les vitesses des ondes S là, qui sont nulles dans l'eau et puis qui ensuite augmentent de la même façon, là, avec un rapport VPVS. Alors ici c'est représenté comme pour que ça rentre en fait avec la même échelle en fait VVS-C7 fois 1000. Donc quand VPVS fait 1,7 ça fait 0. Voilà, c'est le cas ici. Et quand VPVS est plus important que 1,7, là, donc c'est moins consolidé, on se retrouve ici avec des valeurs qui sont, en fait, par exemple, ici ça fait 0,3, là en fait, fois 1000, ça fait 300, là, donc vous voyez ici on a des fortes valeurs de VPVS, qui a tendance à diminuer, voilà. Alors, ici, on a en fait des représentations là, des coefficients de réflexion PP ou SS, et de transmission PP et SS à chaque interface avec ces petits symboles là. Donc, quand ça monte vers le haut, c'est que ça c'est réfléchi vers le haut. Quand ça, le petit triangle qui descend, en fait, ici, c'est transmis vers le bas. Et donc, on a les valeurs ici pour l'incidence verticale, en fait. On n'a pas besoin de faire tous les calculs qu'on vient de faire pour calculer ça. Voilà, et donc on a ici les valeurs là entre moins 0,4 et puis alors les coefficients de transmission ici sont forts là, voilà. Les coefficients de réflexion ici, donc avec les petits points vers le haut, ils sont compris entre moins 0,2 et 0,2 là en fait ici aussi bien pour les ondes P là en rouge que pour les ondes S en bleu. Voilà. Et donc avec les calculs qu'on vient de faire, on peut compléter ça en regardant comment les choses changent pour différents angles d'incidence. Voilà. Donc ça, c'est la même figure que précédemment. Là, c'est les valeurs numériques, en fait, ici, des coefficients de réflexion. Alors, ils ne sont pas tout mélangés comme avant. Là, ici, on distingue les coefficients de réflexion ici et les coefficients de transmission ici, en prenant les calculs précédents, pour des angles d'incidence, alors c'est des angles d'incidence de départ des ondes, en fait, ici dans l'eau, là, donc verticale, là, ça reprend ce qu'on vient de voir, en fait, ici. Si maintenant je mets une incidence de 15 degrés, donc ça c'est un angle θ1 dans l'eau de 15 degrés, les valeurs changent, en fait, ici, là, voilà, c'est toujours la même échelle. Et si je mets une séance de 30 degrés, là, donc les valeurs des coefficients de réflexion changent. Ici, ça, c'est des incidences où on ne dépasse pas les incidences critiques. Et donc, c'est là que mesurer ces coefficients de réflexion à ces différentes incidences va permettre, en fait, par une modélisation là, des calculs qu'on a fait là, des courbes, de trouver quelles sont les bonnes valeurs là, qui permettent d'expliquer ces changements de coefficient de réflexion en fonction de la distance. Les bonnes valeurs, c'est les bonnes valeurs de ρ1, Vp1, Vs1, ρ2, Vp2, Vs1. Voilà. Bon. On va rester là, sur ces calculs-là, donc de coefficient de réflexion et de transmission. Donc plane harmonique sur des interfaces planes entre deux milieux élastiques. Au revoir.